Tiers livre, on parle aussi des livres. Quand c'est la fin de semaine, on a des livres qui viennent de paraître et on a en alternance des livres de la bibliothèque qu'on va repiocher, des raretés. C'est pas pour vous faire acheter ou faire de la pub, c'est pour se questionner sur sa propre écriture. À nous autres, qu'avons que ça de mieux à faire? Mais comme on ne sait pas pourquoi, il faut bien qu'on interroge tout ça. Alors, Pierre Bergogneau, encore lui? Bah ouais, encore lui. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus de quel bouquin je parlais, et j'avais sorti tout ce qu'il y a dans mes fonds d'étagère en bas. Il y a un rayon Bergogneau où les livres sont empilés à plat, et il y en a sur 4 piles de 40 cm de haut. Il me fait l'honneur de me les envoyer, ce qui fait qu'on doit être quelques rares en France à avoir une intégrale de Pierre Bergogneau depuis le début. Et l'amitié, elle est comme ça aussi. Non, j'ai juste pris une petite poignée parce que Pierre, récemment, nous envoie 2 petits trucs. Ça, c'est celui dont j'ai parlé l'autre jour, Galilée, ça s'appelle Lundi. Et on est simplement, vous savez, dans ce que Sandrard appelle une dyschronie. Je suis même pas sûr que Bergogneau ait lu Sandrard. Et bien, dans ces tout petit ensemble de pages, il prend le mot lundi et il cherche, donc, selon le concept de Sandrard, dyschronie. Oui, ça fait pas beaucoup, un livre. Après, c'est l'art de l'éditeur d'aller se rajouter cette petite machine avant, cette petite machine après, de faire de l'épaisseur, de mettre un papier assez bouffant, et puis de façon à ce que ça représente une transaction commerciale digne de son nom, ou tout simplement le plaisir d'un objet, le temps qu'on passe à l'intérieur. Voilà. Donc il y a là tout ce qui, dans la tête de Bergogneau, selon les époques, selon les moments, selon les lieux, va être associé à l'idée du lundi. Et à 2 mois d'écart, paraît, là c'est chez Galilée, paraît chez Gallimard, Hôtel du Brésil. Là, j'ai sorti 3 bouquins, disons, de la première époque, Bergogneau. La Toussaint, L'Orphelin, La Mue. Le dispositif était déjà présent dans ces livres. C'est-à-dire que le père, la classe prépa, la ville de Brive, tout ça, c'était déjà donné. On le recroisait. Par contre, selon le thème du bouquin, le narrateur, il n'avait pas le même âge, tout simplement. Il n'était pas depuis le même point d'énonciation. Donc on retraversait des mêmes éléments fixes, petit à petit, comme dans les peintures de Chessac, vous savez, avec des gros motifs noirs qui séparent les figures. Et du coup, chacun de ces livres, ça ne pouvait pas s'emboîter les uns les autres. On n'a pas une suite linéaire, on a le même territoire parcouru par une espèce de portrait fractionné de narrateur qui se constitue. Il y a eu une phase plus récente de Bergogneau où est paru massivement chez Verdier, je vais quand même vous l'attraper, le premier tome de ses carnets. Carnet de notes 2001-2010, 91-2000, 80-90. Donc le 1, c'est celui-là. Je ne me trompe pas, 80-90, 91-2000, 2001-2010. C'est parfait. Je crois même qu'il y en a un depuis 2010-2015. Celui-là, je ne sais pas où il est. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi c'était important? Parce que 80-90, ce jeune corrézien qui devient prof à GIF sur Yvette en collège, après sa thèse sur Flaubert, faite avec Roland Barthes, excusez du peu, même si pour lui, c'est pas des choses qui semblent compter beaucoup rétrospectivement, eh bien, il y a quelque chose qui va le mener au premier livre. C'est que pour Bergogneau, c'est quelque chose aussi qu'il raconte dans le premier bouquin. Catherine, c'est tout simplement le premier de leur gamin qui a des problèmes pulmonaires. Il faut l'emmener à Vichy ou je sais pas où, faire une espèce de cure. Et puis soudain, dans cette interruption-là, vient cette espèce de décalage, ce type qui était dans sa culture corrézienne, avec présence des éléments, la géologie dont on va parler là dans Hôtel du Brésil, mais même la chasse, la pêche, la tronçonneuse, c'est la présence du temps, l'immobilisme du temps, tout ça bascule dans l'expérience narrative et ça ne lâchera plus jamais. En même temps, une aventure que nous, les proches de Pierre, on connaissait, mais qui ne faisait pas partie du travail. Son beau-frère, donc le mari de la sœur de cette Catherine, sa compagne, dans un accident bête en montagne,
tombe dans une crevasse, mais un truc de tourisme, pas un truc de l'extrême. Coma, et puis au bout d'un moment, Bergou se retrouvera à prendre la décision d'autoriser les médecins à débrancher. On a des cas comme ça, c'est des choses très très importantes. Et pour lui, cette chose-là, ça le mine, ça le hante. Et ce premier carnet de notes, ça raconte ce chemin jusque vers le premier livre, comment ça s'est passé avec Gallimard, les relectures, etc. Et puis, en même temps, cette histoire qui se tisse au travers jusqu'à la responsabilité de dire « oui, on débranche ». Bon, c'est dit de façon brutale, mais je crois que dans les autres carnets, des fois même, j'y figure, je traverse à l'intérieur, une espèce de fantôme de moi qui n'est pas très moi d'ailleurs, mais c'est toujours étrange de se voir dans un reflet de l'œil de l'autre. Il n'y a pas cette question-là où l'écriture et la vie se tissent comme dans celui-là. J'appelle ça deuxième phase de Bergou. Pourquoi ? Parce que depuis, on dirait que cet espace romanesque ne lui est plus autorisé. C'est-à-dire, ce fragment, on est à peu près les mêmes formats que du Thomas Bernhardt, etc. Par contre, il y a un foisonnement de ces livres. Alors Bergou, il désamorce ça. On lui a commandé du papier. Quelqu'un il refusera jamais. On lui fait l'estime, le cadeau. C'est ce qu'il aime faire. Écrire à 4 heures du mat, assis par terre dans sa cheminée, parce que c'est là où il a le droit de cloper. Et puis sur une écritoire, là. Bon, ces choses-là, c'est pas le plus intéressant, les conditions d'écriture. Mais après, c'est dire, mais qu'est-ce que ça va faire, cette dispersion d'œuvres, après cette espèce de construction des carnets, qui est une construction complexe. Attention, apparemment, il raconte sa vie, mais moi qui ai plein de lettres là, qu'on s'est échangées par centaines de pages pendant une dizaine d'années, ça m'a constitué, moi, cet échange avec Pierre, du temps de nos correspondances. Si je prends la même date, le même jour où il m'écrit une lettre, et le jour tel qu'il est raconté dans le carnet, il y a des contradictions. Bon, ça regarde personne, que lui et moi. Alors, à quoi ça correspond, cette multiplication de petits livres ? Même, est-ce que nous, on en a marre ? Non, parce que, précisément, on s'y reconnaît. C'est-à-dire, à chaque fois, on sait de quoi il parle parce que on voit le contexte. Mais le contexte, du coup, s'éloigne et reste plus que la prise de parole. Comment cette parole s'éprouve à ce contexte que vous connaissez puisque vous l'avez déjà travaillé dans ces livres. Et là, j'en prends une facette et je la pousse à l'extrême. Qu'est-ce que ça donne ? Et vous savez que là, si je prends les titres de Bergou, si je les retrouve à la fin chez William, Fata Morgana, un abrégé du monde, le dernier paysage, la fin du monde en avançant, juste ceux qui m'ont laissé comme ça une trace plus proche, univers préférable, points cardinaux, le fleuve des âges, chez William Blake, non, ça peut-être moins, chez Floïc, vous savez, ce B17G, là, qui était un livre tellement centré, comme ça. Chez Galilée, il y avait déjà Géologie. Chez Serendip, Mémoire des murs. Chez Éditions Locaux, vous connaissez ? Moi non. Paysages insoumis. Chez Créafis Éditions, Friche au pluriel. À l'Olivier, le style comme expérience. Bon, En route, édition L'Oréal Gare, 2016. Ouais, celui-là, ça m'avait fait tilt aussi. Des dizaines. Alors, est-ce qu'il se perd ? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas capable d'écrire des gros bouquins qu'il nous balance ces trucs-là ? Non, parce que justement, il y a chaque fois cette espèce de grossissement microscopique, cette espèce de travail de focale qui est différent. De quoi il s'agit, Hôtel du Brésil ? Il faut prendre le truc. Connaissance de l'inconscient. Chez Gallimard, c'est une drôle d'étiquette. Et dans Connaissance de l'inconscient, c'est une collection où on demande à des écrivains, penseurs, artistes, hors du champ de la psychanalyse, de dire quelle a été leur première rencontre avec Freud. Alors évidemment, même l'intitulé de la collection, ça vous met déjà dans une position de lecture. C'est-à-dire qu'avant même, quand vous prenez la première page et que vous avez l'énoncé du projet, vous êtes en train de gamberger et dire « Et toi, c'était quoi la première fois quand tu as lu Freud ? Et ça s'est passé comment, ton enfoncement dans Freud ?» Et évidemment, tout de suite, moi, je le sais parfaitement. Je révisais le bac, j'étais allé chez mes grands-parents
maternelle à Danvix, juste à côté d'où il y avait encore Gaston Chessac à Vix, mais je ne l'ai pas rencontré. Et puis là, mes grands-parents m'avaient laissé la chambre de la plus jeune de mes tantes, hein, comme par hasard d'ailleurs, qui fait ensuite beaucoup de physique au CNRS, qui a épousé un Corrézien. Oh, je raconte ma vie, mais c'est pas, ça fait rien, hein. On est là pour ça. Et ils habitaient à 300 mètres de chez Bergou. Leur double maison originaire familiale en Corrèze était à 10 km. Malgré ça, ils ne se sont jamais croisés, je crois bien. Vous me direz, pourquoi tu racontes ça? Pour rien. Et ben donc, c'est là, en révisant le bac, mais j'ai pas du tout révisé le bac, j'ai eu mention passable, je l'ai eu quand même, mais qu'il y avait ces quelques livres laissés par ma tante. Là, il y avait le Manifeste du surréalisme. Il y avait des livres de Bertolt Brecht, des pièces de Brecht. Et puis, il y avait 3 livres de Sigmund Freud. Et donc, je ne sais même pas si j'ai eu le courage un jour de lui dire à ma tante, hein, parce que je crois que sa vie à elle s'était éloignée de ce moment où il y avait eu cette rencontre-là. Mais en tout cas, wow. Bon, pour moi, c'était le coup de tonnerre, la foudre, elle est tombée là. Brecht, surréalisme. Bon, après, je pense que c'est exactement comme Bergou, c'est-à-dire que tout ce livre qui est a priori pour parler de Sigmund Freud, il ne va jamais en parler. Peut-être c'est une forme de l'humour de Bergogneau, c'est-à-dire toujours l'impression que Bergou, son humour, il faut aller chercher 4e sous-sol. Bon, quand on le connaît, c'est pas comme ça. Il fait rire qu'il était à la casse et puis qu'il cherchait et puis qu'il avait trouvé ces vieilles grenades et puis que ces vieilles grenades, il voyait bien qu'elles étaient un peu rouillées, mais donc il s'est dit quand même, si je tape au marteau juste sur le petit bout, là, ça va pas, elle est trop vieille, elle a 70 ans, puis poum, le truc il pète. Ça c'est l'humour de Pierre Bergogneau. Mais, enfin bon, ça c'était bien fini, l'histoire de la grenade qui lui a explosé à la figure. Mais la dernière phrase, c'est pourquoi je n'ai jamais poussé la porte d'un psychanalyste. Bah, moi non plus, et puis je pense que pour les zozos dans mon genre, il y a toujours ce truc très bizarre de dire que ce qui nous appartient, de fond, de secret, d'obscur, d'âpre, de rauque, faut pas aller chercher à en faire la médiation. C'est ça notre jardin d'écriture. C'est pas un joli potager arrangé, c'est des choses glauques, bizarres, où il y a de la mort, où il y a... Puis finalement, c'est ça, notre terrain, qu'on travaille avec nos mains, et donc moi non plus, j'ai eu l'idée, mais ça ne m'empêche pas, bon allez, on arrête. Enfin donc, l'humour particulier de Bergogneau, c'est que 3 fois le nom de... L'humour particulier de Pierre, c'est que 3 ou 4 fois le nom de Sigmund Freud va être présenté là comme une sorte de carte de visite pour qui n'aurait pas Wikipédia à la maison, et ça s'en tiendra là. Qu'est-ce que c'est le titre? Eh bien, d'être tombé un jour dans Paris sur cet hôtel du Brésil où il y a une plaque, et sur cette plaque, la mention, ici, a vécu Sigmund Freud, donc au moment de ses 2 ans à Paris, et la rencontre de Charcot et tout ce qui s'en est en suivi. Par contre, de quoi il nous parle? Et je vais juste en lire 2 ou 3 pages. Eh bien, par exemple, tous ceux qui connaissent Pierre, La mort de Brune, par exemple, livre formidable, mais dans plein d'autres, il y a forcément un moment où on traverse la bibliothèque municipale de Brive. Par exemple, dans son Pour Faulkner. C'est-à-dire que ce gamin en 5e trouve un livre laissé là, en plein milieu de la table de la bibliothèque municipale, parce que probablement le type qui l'avait sorti avant avait dit « Mais qu'est-ce que c'est ce truc? J'y comprends rien. » Il avait laissé. Lui, il prend ce truc. Lui non plus n'y comprend rien. Et puis, Faulkner, pour lui, sera le coup de foudre que ne sera jamais Sigmund Freud. C'est de quoi il s'explique là. Par exemple, en quoi Marx, ou en quoi l'économie anglaise, les théories de la rente, Keynes, etc., ont pu être pour lui le terrain fondateur de l'explication avec le monde. Mais tout ce livre, c'est 60 pages, un peu plus, voyez, 70 pages, des petites pages mais extrêmement denses, où ce avec quoi elle s'explique, c'est précisément que ce qu'on ne comprend pas du monde, c'est pas parce que en vous n'avez pas les outils de ne pas comprendre. C'est parce que cette obscurité devant vous du monde, cette obscurité hostile, méchante, âpre, qui tient les guerres, qui participe toujours de ces affrontements humains, évidemment, à l'intérieur de vous, il y a le symétrique, il y a cette opacité
totalement obscur, et que peut-être par contre ce rapport à l'obscur en nous, c'est ce qui va permettre de s'expliquer, ou du moins de tenir face à cet ordre du monde qui est chaque fois inexcusable dans ses crimes, dans sa folie, et que nous on est toujours ballottés dans cette espèce de tension, on est à la surface des yeux de la compréhension impossible, du chemin qu'on s'efforce de nouer, mais que ces deux inconnus finalement se contrebalancent l'un l'autre. Et le livre, c'est une espèce d'élucidation de comment ce sentiment de l'inconnu, âpre, hostile, irréductible du monde n'a pas à être pacifié, mais comment se noue en soi-même la compréhension de cet irréductible dehors dans ses forces mauvaises et son opacité. Et c'est là où, tout simplement, il va nous parler sans cesse de géologie. Alors là encore, quiconque a lu, là j'ai sorti au hasard L'Orphelin, parce que c'est le récit juste après, vous savez, juste après la mort du père, et ce souvenir que dans les derniers temps du père, il y a l'avoir pris sur un fauteuil, l'avoir soulevé dans ses deux bras, et le quasi non-poids du père, c'est ce qui lui reste après la mort. Bergou, il tient tout un livre sur ce truc-là. Et en même temps, il y a la mue, c'est-à-dire qu'au moment de la mort du père, il y a cette classe de prépa où lui, il est en cagne, et puis ses copains, c'est des physiciens ou des matheux, et puis qu'on est là, dans une salle d'études, en pleine nuit, à regarder la nuit, et essayer de comprendre Hegel et le mystère de la nuit. Et puis que les deux explications sont différentes et ne pourront jamais se rejoindre. Et qu'au milieu de l'écriture de la mue, non, justement. Et puis que la mue s'interrompt parce qu'il y a la mort du père. Et puis que quand on reprend ensuite, eh ben, est-ce que c'est... Non, c'est pas la Toussaint, mais enfin... Bon, je m'embrouille un petit peu, mais pas tant que ça. Vous voyez bien où je veux en venir. Là, la figure du père, on va la voir. Ces images essentielles, on va la voir. Donc, par exemple, la bibliothèque de Brive, Pierre avait tout le temps raconté le bâtiment, puisqu'il y a aussi le conservatoire. On l'a forcé d'apprendre le piano. Ça n'a pas été une réussite. Et puis, il y a cette foudre avec Faulkner. Il revient sur ces moments où apparemment dès la 6e, avant la foudre Faulkner, il y avait le samedi ou le jeudi, venir passer du temps dans ces vieux bouquins et avoir eu cette espèce de fascination. C'est ça le passage que je vais essayer de lire. En quoi ces livres pourraient disposer d'une interprétation du monde? C'est-à-dire que ce mystère autour de vous, les adultes ne l'expliquent pas. Rien ne l'explique. Le réel ne contient pas sa raison d'être. Et à commencer par, c'est pour ça que je parlais du père, c'est cette géologie, si on s'en va vers le sud, le Gers, le pays de la mer, il y a du soleil, ça s'adoucit, et puis le père, au contraire, on remonte, et puis on fait ça des fois le jeudi ou avec lui, d'aller pêcher, parce que c'est plus près dans une espèce de gorge toute noire, où lui ensuite ira avec un marteau de géologue, et puis casser des cailloux, et puis essayer de comprendre ce que c'est, et ce qu'il raconte sur la nature de ces grès, de ces calcaires. C'est comme ça qu'il explique ce rapport à la psychanalyse. Tout ça est bien emmêlé, mais géologie, le rapport au livre et le rapport à l'obscurité du monde, et cette reconnaissance de très loin que Freud, ce type qui est venu passer 2 ans à Paris et qui a passé ce temps-là à l'hôtel du Brésil, de l'autre côté de la plaque, et qui sera le seul moment de jonction à 20 ans, à être tombé en se baladant dans les rues de Paris sur cette plaque mentionnant que Freud avait vécu là, dans une piole à l'hôtel du Brésil. Dans ce seul truc de croisement, le fait que dans cette même obscurité, Freud avait lui aussi déplacé un rouage, le aussi renvoyant à Karl Marx, aux économistes Smith, mais pas à Bergou lui-même. Et c'est là où peut-être je voulais arriver en tout ça, c'est-à-dire que ces 4 volumes des carnets chez Verdier. Le dernier, c'est 2010-2015. On ne peut pas écrire en même temps qu'on fait ce carnet. Et bon, donc le prochain, peut-être il sera posthume. C'est étrange de dire ça. Mais avec Bergou... tous ces modèles cheminés à l'intérieur de soi-même, ces modèles du temps. Il y a une espèce d'assomption en 4 volumes, et puis au bout du compte, maintenant, il y a une espèce de liberté qui est de revenir retraverser tout ce qu'on connaît déjà, mais avec cette espèce de
de liberté poétique et de s'approcher plus près de l'irréductible, l'incompréhensible. Et ça, dans Hôtel du Brésil, pourquoi il y arrive? Parce que même s'il est dans connaissance de l'inconscient et une commande, mais il répond par cette dénégation. C'est-à-dire, Freud ne connaît pas. Probablement que s'il nous en parlait... Ah, parce que lui aussi, vous savez, on a une autre histoire avec Bergou, j'en parle pas souvent, mais quand les Beaux-Arts de Paris ont initié une résidence d'écriture, c'était en 2005, c'est Bergou qui a fait la première. Et puis ensuite, il m'a passé le flambeau. J'ai fait 2 ans aux Beaux-Arts de Paris. Et c'est une expérience qui a beaucoup compté pour moi. J'aurais jamais fait les 6 ans à Cergy si je n'avais pas eu ce premier rouage. Et là, dans ces 6 ans à Cergy, ces gamins de 20 ans, 25 ans, comment on les tanne? Mais enfin, merde! Vous avez 20 ans aujourd'hui et vous êtes pas chopé Freud. Et j'ai passé 6 ans à ça. C'est pas qu'il y a une lassitude, on est content de le faire. C'est du piège, on se bagarre avec eux avec des moyens un peu irrationnels. On se les attrape comme Bergou quand il parle de la pêche à la mouche. On les met dans la Traumdeutung, on met dans la psychanalyse de l'homme au loup. Mais on les coince, on les appelle. Simplement, il y a toujours ce truc par contre qui fatigue. C'est-à-dire, il ne fait plus partie de notre société de ne pas se fatiguer. Je dis mal avec les négations, mais enfin, espèce de truc, mais enfin merde quoi. Comment être à la hauteur si on se prend pas les grandes forces, si on se prend pas les grandes secousses? Et ça, qu'est-ce qu'on s'use à le faire comprendre? Parce que c'est plus d'époque. Et pourtant, Freud, dans le genre secousse, 20 ans aujourd'hui, vous croyez que vous allez passer à travers et faire de l'art, les petits mecs? Vous allez passer 6 ans à faire ça. C'est étrange, hein, ces chroniques. Ça ne prend pas le biais que j'avais pensé, parler tranquillement d'un livre et puis faire mon petit article dessus. Regardez ce passage. Là, c'est pas Freud, c'est Bettelheim. Comme quoi Bergou dessous, faut pas trop le croire, jamais. Je lirai plus tard encore, sous la plume de Bettelheim, confronté aux troubles dont souffrent les enfants de Chicago, que la dureté, la violence du travail de la terre, retourner le sol, abattre les arbres, tuer les bêtes, procurent un exutoire aux pulsions vitales, contenues, refoulées par la civilisation des mœurs, l'environnement urbain, la vie intérieure et d'intérieur. Elles peuvent mener à la folie, elles se manifestent dès 6 mois, dans les cas extrêmes. Et puis maintenant, un petit peu de la bibliothèque. Alors je rappelle la règle du jeu. Vous pouvez écouter en podcast, vous pouvez venir, repartir, venir quand vous voulez dans la semaine. Moi, ce sera une espèce de chronique régulière. Peut-être qu'elles font 20 minutes, peut-être qu'elles font 30 minutes, peut-être qu'elles font 10 minutes. Ça m'est égal, c'est pas ça la question. La question c'est, on m'avait inscrit à la bibliothèque municipale dès que j'ai su l'alphabet. Le crédit que j'accorde aux adultes était déjà largement entamé. J'ai eu la longanimité de supposer qu'ils me jugeaient insuffisamment préparé à accueillir des vérités amères, et qu'en cela encore ils se trompaient. Et puis, certains faits sans gravité, sans nuisance, auraient pu être éclaircis, et ils n'en faisaient pas mention, parlaient à côté ou gardaient le silence, quand on demandait, nous laissaient sur notre faim. Grodek soutient qu'on a tous les âges à chaque instant. On songe spontanément à la persistance de ces êtres de nous-mêmes qui s'attardent au-delà de leur temps parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient quand c'était le moment. Ils attendent réparation, réclament justice, et à la moindre inadvertance de notre part, de celui que l'on est au présent, font irruption et cherchent à nous ramener en arrière dans le passé. Mais l'inverse arrive aussi. L'avenir peut visiter par anticipation son passé, c'est-à-dire le présent, des intuitions mûries, pénétrantes, justes, et pour le coup désespérantes, traverser des cerveaux d'enfants. Il faut me croire, tout me reste. La paix très particulière d'un dimanche matin de printemps sur la sous-préfecture assoupie, le frais soleil qui éclipse presque l'octobre éternel du grès permo-carbonifère, la rue familière qui contourne l'école maternelle où va bientôt s'achever ma scolarité et qui mène au sombre hôtel Renaissance. Celui-ci abrite, outre la bibliothèque, les petites classes du primaire, le conservatoire de musique, l'harmonie municipale, le dispensaire de santé publique, le siège des organisations syndicales et celui de la société savante.
Un guichet, percé dans l'épaisse porte cochère, toujours fermée, ouvre sur une cour pavée de galets de rivière. Une galerie à arcades mène à droite à l'entrée, dont le linteau est gravé de 3 bucranes, les armes de la famille de Robin qui a fait bâtir l'édifice au temps du roi François. Il faut gravir 2 larges volets de marche creusés par l'usure. Sous l'œil exorbité de mascarons sculptés dans les angles de la cage d'escalier, le mot bibliothèque est peint en anglaise jaune sur un cartouche vissé dans l'étroite porte grise à 2 battants. Je ne sais plus si j'ai emboîté le pas à mon père ou s'il m'a poussé devant lui après l'avoir ouverte. Mais je me rappelle avec une honnêteté parfaite le sentiment terrible, trop grand, trop lourd pour moi, qui m'a submergé au premier regard. On ne pouvait donc grandir comme il convient, agir à bon escient qu'à condition de fréquenter, d'absorber ces volumes roussis, flétris, entassés du sol au plafond. Une tristesse sans nom, sans fond, a supplanté la fête que je me faisais de découvrir ce lieu, les découvertes, révélations, ivresse que j'en attendais. Le même découragement me prendrait aujourd'hui à l'autre bout du temps, si la scène se repassait sous mes yeux. J'ai eu à 6 ans l'intuition immédiate, intemporelle, adéquate de ce que tous ces livres étaient morts, n'enfermaient rien qui réponde à mes attentes. Tout le disait, le criait, leur dos fourbu, effacé, la poussière fine, très noire, déposée sur la tranche supérieure, l'odeur légèrement âcre d'automne qu'ils exhalaient et qui se mêlait à celle de vieilles pierres, de caves, d'humidité, de passé du grès. Mais je n'avais pas le choix. Entre une réalité muette, rebutante, impénétrable, et les poudreux grimoires, c'est au grimoire qu'il fallait aller, parce que, comme je l'avais constaté lors de mes lectures enfantines, il pouvait arriver par raccrocs et comme à leur insu, qu'ils jettent une clarté dans la pénombre environnante. Je suis donc revenu le dimanche suivant et d'autres encore avec mon père, puis un peu plus tard seul, le jeudi qui était jour de congé à l'époque pour les écoliers et le samedi après-midi. J'aurais passé plus de temps à feuilleter des livres, à chercher qu'à lire. Je ne savais pas ce que je faisais, mais c'était avec attention, esprit de suite. Il s'agissait de trouver un reflet de la problématique concrète de la vie dans une petite ville du début de la 2e moitié du siècle dernier, quand elle était en proie, comme tout le pays, le monde entier, au bouleversement de ce temps-là. Ces recherches aveugles avaient implicitement pour axiome que des livres, même désuets, même défunts, valaient mieux en tout état de cause que la version orale de la vie et a fortiori du silence qui en était le plus souvent l'expression. En revanche, c'est en conscience que je m'adressais les plus vifs reproches lorsque, passé 3 pages, quelques lignes, je remettais le volume à sa place sur les rayons de chêne noircis. À l'essaim des doutes concernant la nature, l'origine et l'importance des choses, s'ajoutait celui relatif à celle en quoi je connaissais spécialement à sa capacité de juger des autres. J'avais, selon toute vraisemblance, l'esprit dérangé. Je manquais de discernement. Souvent, il m'arrivait de reprendre le livre que je venais de ranger, d'avaler une page, un paragraphe supplémentaire, puis de le remettre définitivement en place, fermé qu'il était, ou moi, à tout contact, échange, entente. Je n'étais pas de force, ou j'avais mal cherché, ou alors, qui sait, il ne signifiait plus rien. Pierre Bergogneau, Hôtel du Brésil, ça vaut 9 €. Franchement, il y a le lien dessous, tentez le coup. Et à demain, Malcolm Lowry, en route pour Gabriela. Tout ça, je ne ferai plus jamais de faire de la vidéo. Un jour, il fait 41 degrés de l'autre côté de la porte. Ça fait rien, on l'a fait quand même.